Alors, on va reprendre avec, comme prévu cet après-midi, je vous rappelle encore une fois le programme de cet après-midi, deux panels qui vont avoir lieu ici avant la pause café. Donc le premier panel qui va être modéré par Patrick Larrivé et que je vais inviter dans quelques instants, où on va parler d'ESG, de la composante ESG dans l'investissement. Le deuxième panel portera sur le capital risque et donc les fonds d'amorçage et de financement des startups. On fera une pause et ensuite vous pourrez vous dispatcher sur les trois events qu'il y aura. Ici, on aura un keynote de Sichtiwi sur l'intelligence artificielle et ensuite un chat avec deux startups, Cloudfret et Sowit, qui seront avec moi et avec qui vous pourrez converser et avoir une séance de questions-réponses. Dans les autres salles, les petites salles, vous aurez un side event avec les advisors de Deloitte et puis un side event GP LPs. Voilà, et ensuite on fera une petite restitution, on vous dira comment ça se passera à ce moment-là. Patrick, je vais t'inviter pour ce premier panel. Vous pouvez applaudir Patrick parce que c'est le panel qui est juste après le déjeuner. Tu vas avoir le timer qui va s'afficher comme tout à l'heure. Tu as un micro, tu nous présentes tes intervenants et puis je te laisse la main tout simplement. Je pense que tu as un micro à côté, voilà. Très bien, bonjour à tous et merci d'assister à ce premier panel de l'après-midi où on va parler de ESG et d'impact et plus particulièrement la diversité et la performance dans le portefeuille d'investissement. Et pour ça, je vais accueillir donc quatre intervenants. Tout d'abord, Aïcha Zakraoui, qui est associée chez Afrique Invest et qui est en charge du département Impact et Développement durable. Je vous remercie de l'applaudir. Pour compléter ce panel, Moïse Miaoui d'AFC, qui est le lead advisor en matière d'environnement social et gouvernance, qui viendra également nous faire part de son expertise et de son expérience en matière d'ESG et d'impact. Va nous rejoindre également Ali Merchiche, qui est principal chez Proparco, pour nous apporter le prisme DFIs. Et enfin, Rally Guessous, qui est associé chez Grant Thornton Maroc et qui est en charge plus particulièrement de la stratégie en matière ESG au sein de Grant Thornton. Très bien, donc sans plus attendre, on va pouvoir commencer. Bien sûr, on va chercher à respecter le temps qui nous est imparti et on va diviser ce panel en trois temps. Un premier temps, une approche un peu globale, un cadre un peu général. Après, on va faire un focus sur l'intégration justement concrète de l'ESG et de l'impact dans les investissements. Et enfin, on terminera sur un focus plus diversité et impact. Donc, commençons tout de suite par la première question, et pour une question un peu générale, et je vais m'adresser à la fois à Aïcha et Moïse. Comment voyez-vous justement l'évolution des critères ESG et impact dans l'industrie du private equity au cours de ces 10 dernières années? Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Donc, merci pour cette question, Patrick. Chez Afrique Invest, tout à l'heure, il y avait derrière mon collègue qui me disait « S'il te plaît, Aïcha, pas de jargon, la terminologie doit être simple. » Et c'est pour ça que je pense qu'il faut commencer peut-être déjà par cadrer un peu, parce qu'il y a une soupe d'alphabet d'acronymes, RSE, ESG, impact, etc., peut-être pour centrer ce que nous, on fait chez Afrique Invest. Donc, on a la partie ESG, qui est vraiment une analyse des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance. Il y a la partie impact, et là, c'est un cran dessus, où il y a une intentionnalité, une mesure de l'impact.
Et il y a la partie climat. Et là, pourquoi on fait le distinguo entre ESG et climat? Donc, l'impact ESG, c'est donc l'impact de nos sociétés sur plusieurs facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance. Et le climat, en fait, c'est l'impact du climat sur notre bottom line, donc en termes financiers. Et chez Africa Invest, donc, on regroupe ça sous le dénominateur Impact and Sustainability. Donc après, et en fait, cette définition qu'on a adoptée, d'ailleurs le département a changé de Responsible Investing à INS, Impact Sustainability, il y a 4 ans, et je pense que ça atteste justement de cette évolution qui a été faite au cours des 10 dernières années, où on a commencé sur une approche un peu défensive, où on est plutôt focalisé sur les risques matériels, à être un peu moins bad, comme on dit, voilà, je recycle les eaux, je suis compliant avec les IFC, performance standard, etc. Et en fait, on s'est rendu compte, enfin, c'est pas assez, il ne s'agit pas d'être moins bad, il s'agit d'être bon. Comment on peut concilier tant un rendement financier avec un impact positif sur les gens, sur la planète. Et c'est un peu cette évolution qu'on a vue au cours des 10 dernières années. Il y a eu heureusement une normalisation, et il y a une normalisation, on le voit en Europe maintenant avec la taxonomie. Donc nous, on considère la taxonomie, on dit c'est le nouveau dictionnaire, parce qu'avant, chacun y allait de c'est quoi sustainable et qu'est-ce qui n'est pas sustainable. Maintenant, on a le dictionnaire. Voilà ce qui est sustainable, voilà ce qui n'est pas. Comme le dictionnaire, on peut bien sûr polémiquer sur certaines définitions, mais c'est là et c'est amené à changer. Et donc ça, c'est vraiment pour nous un développement qui est très important, parce qu'avant, on pensait que c'est un peu une innovation pas coordonnée. Chacun y allait de ses définitions, de ses pratiques. Maintenant, il y a une certaine convergence. On en est encore loin, mais l'idée, voilà, c'est de commencer. Je discuterai après qu'est-ce que Africa Invest fait justement dans cet effort de standardisation et de normalisation pour l'impact et l'ESG. Voilà. Merci Aïcha, merci Patrick, bonjour tout le monde. Alors peut-être juste ajouter quelques petits éléments, mais plutôt d'un historique un peu plus ancien, pour comprendre aussi les évolutions qui ont lieu aujourd'hui. Si on regarde, allez, on va dire les 30-35 dernières années, il y a eu, enfin de mon point de vue, à peu près 3 grandes phases de ce qu'on appelle l'investissement impact / ESG, après le distinguo, Aïcha l'a fait. Première phase, gestation. Les années 90, les principes de Rio, on commence à prendre conscience de l'importance de ce qu'on appelle le contrat social pour l'entreprise, un peu le dilemme existentiel pour les entreprises. Est-ce que je suis là pour créer de la valeur pour les actionnaires ou pour l'ensemble des parties prenantes? Donc gestation, pas trop de standards, principe de Rio à l'époque, et tout simplement, enfin ça s'est arrêté là. Il y a eu Enron et il y a eu surtout la crise financière de 2007-2008. Et là, on est rentré dans une phase un peu plus normative, institutionnelle. Il y a eu les ODD en 2015, je crois. On a commencé à travailler sur des standards. Il y a des institutions qui ont commencé à mieux définir, mieux orienter les investissements vers des projets impactants. Et puis là, j'ai l'impression que depuis on va dire 5-7 ans, on rentre dans une phase un peu plus sophistiquée, une phase de sophistication. Et qu'est-ce qu'on a? On a des principes. AFC a sorti des principes, il y a plus de 180 signataires aujourd'hui. Les principes de l'investissement à impact. Il y a des outils, il y a des standards. Et puis surtout, on commence à se focaliser de plus en plus sur des questions un peu plus thématiques, un peu plus spécialisées. La question de la diversité prend de l'importance, l'inclusion prend de l'importance, le climat, Aïcha l'a mentionné, prend de l'importance aussi. Donc cette phase de sophistication, probablement, elle va aider à mieux, peut-être pas mieux faire de l'impact, ou peut-être oui, être plus efficace lorsqu'on investit à impact, mais surtout à mieux mesurer et donc à faire les ajustements nécessaires. Donc ces 3 phases-là, je pense qu'elles sont importantes. Alors, c'est toujours un mouvement de bascule. Des fois, on va un peu trop loin, donc on est rappelé par des considérations géopolitiques, etc. Mais je pense que les forces de fond qui sont liées, c'est-à-dire les aspects réglementaires qui poussent vers ça, parce que l'opinion publique, en tout cas l'opinion publique c'est la demande, c'est le consommateur demande ça, vont faire qu'on va continuer à aller probablement dans cette phase de sophistication et qu'il y en aura d'autres plus tard. Voilà. Très bien, merci. Je vais me tourner vers Ali Wafa en tant que représentant d'un DFIs. Quelle est la place de l'ESG et de l'impact justement dans la sélection de vos GPs et l'allocation justement de vos investissements? Bonjour à tous. Avant de verser dans le sujet, permettez-moi de remercier l'AMIC pour cette invitation qui me permettra
de partager avec vous l'éclairage de Proparco sur le sujet. Pour nous, les objectifs et l'ESG, ce ne sont pas des éléments périphériques, c'est des éléments qui sont placés au cœur de notre dispositif de sélection et d'arbitrage au sein de Proparco, et d'autant plus que nous sommes une DFI qui mobilise de l'argent public au service du développement durable. Et pour ce faire, nous analysons de manière rigoureuse la capacité des JP à intégrer, à interagir avec les objectifs et les enjeux ESG, et cela passe par des audits de leur système environnemental et social, de l'implication de leur équipe et de l'intégration et de la diffusion de la culture ESG au sein des due diligence, la factorisation également de l'ESG en tant que critère de décision au sein des comités d'investissement. Et je peux vous dire également que nous crantons le degré d'exigence de Proparco en fonction de la classification sous-jacente des différents risques des fonds d'investissement. Cela étant dit, sur l'impact, permettez-moi de vous dire que l'impact et sa maximisation est une partie intégrante de notre ADN en tant que DFI, parce que nous avons centré notre intervention autour des ODD. Pour ce faire, nous avons développé une notation développement durable qui permet de factoriser l'ensemble des ODD à travers des dimensions diverses, que ce soit le genre, le climat, la réduction des inégalités, et permet également une comparabilité des JP sur ces axes. Ce que je peux vous dire également, c'est que les deux vont de pair, c'est les deux objectifs, à la fois l'intégration de l'approche risque sur l'ESG et les impacts, c'est des éléments conciliables et complémentaires et qui permettent pour nous de préserver la valeur de nos investissements. Très bien, merci pour cet éclairage. Je me tourne vers Rally. Quelles sont les différences que vous observez entre une approche de conformité ESG et une stratégie d'investissement réellement à impact? Bonjour à tous et ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Merci Patrick pour cette question. Même si Aïcha a brièvement répondu sur quelques aspects distinctifs entre ces deux concepts, ce sont deux notions, l'ESG et l'impact investing, qu'on confond parfois, alors même qu'ils emportent quelques aspects assez distincts et différents. Alors, je vais peut-être revenir sur quelques éléments de définition fondamentaux. Pour l'ESG, en fait, on est sur différents critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans une approche de conformité, donc assez strictement conformité dans un premier temps, et c'est principalement un cadre d'évaluation des risques et des opportunités. Pour l'ESG, en tout cas, c'est ce que j'appelle le comment. Comment une entreprise, indépendamment de ce qu'elle fabrique, de ce qu'elle produit, de ce qu'elle fait, est-ce qu'elle le fait en ayant un impact sur l'environnement le plus faible possible? Est-ce qu'elle le fait avec une bonne gouvernance? À la limite, peu importe ce qu'elle produit, pour caricaturer et vous permettre de comprendre un peu plus la différence avec l'impact investing. L'investissement impact, c'est un investissement qui est réalisé principalement avec une intention de générer un impact social ou environnemental qui est positif et qui est mesurable à côté d'un rendement financier. Donc on est là sur ce que j'appelle le quoi. Qu'est-ce que fait l'entreprise? Sur quoi essaye-t-elle d'agir pour contribuer à trouver une solution aux objectifs de développement durable? Donc je vous propose de passer en revue ces deux concepts sous trois axes essentiels: l'intention, la mesure et l'additionnalité. Pour l'intention, l'ESG renvoie une approche défensive, une approche réactive. On va chercher à minimiser les risques pour protéger les rendements. Pour l'impact, on est plutôt dans une démarche qui est offensive, avec une recherche active d'opportunités pour résoudre des problèmes sociaux et environnementaux. La question n'est pas de comment éviter à nuire, mais on est plutôt sur comment créer un changement positif. Un très bon exemple pour reprendre la centrale Noor à Ouarzazate aujourd'hui, qui est très connue,
et qu'on reprend souvent pour illustrer tout l'impact qui est visé sur les plans énergétiques, environnemental et socio-économique. Deuxième axe, c'est la mesure. Alors la mesure pour l'ESG, on va être sur des métriques standards, réglementaires, internationaux, qui vont faire référence à la CSRD, un certain nombre de référentiels qui sont assez connus, TCFD pour le climat, le GRI en tant que référentiel standard international. Pour l'impact, on va se focaliser davantage sur la mesure de l'effet concret du projet sur la société ou l'environnement, avec des métriques qui vont être spécifiques. Quel volume d'eau a été économisé via de nouvelles technologies d'optimisation de l'irrigation? Quel est le nombre de logements sociaux qui ont été créés? Combien de tonnes de déchets plastiques ont été recyclés? Voilà, pour vous donner quelques exemples. Et puis, troisième axe, et pas des moindres, c'est l'additionnalité. Alors l'additionnalité, qu'est-ce que c'est? C'est la valeur ajoutée spécifique et mesurable qui est apportée par l'investisseur au-delà d'un investissement traditionnel et qui va se traduire par un impact positif qui ne se serait pas produit en l'absence de cet investissement. Donc c'est le critère qui va aussi être utilisé pour distinguer l'impact réel de ce qu'on appelle le greenwashing. Alors que pour l'ESG, en fait, on n'a pas d'additionnalité qui est requise, c'est facultatif. On peut avoir une entreprise qui peut être verte sans innover. Et puis, dernier point, l'impact exige de prouver que le changement, l'amélioration, l'impact positif n'aurait pas eu lieu sans cet investissement. Donc voilà, pour vous donner quelques grands points sur les principales différences. Ainsi, on se rend compte qu'on peut avoir une entreprise qui peut bénéficier d'un bon score ESG et en même temps ne pas faire d'impact, et inversement. Je vais citer rapidement quelques exemples assez connus avec ces paradoxes. C'est notamment l'industrie du tabac ou les pétroliers qui peuvent avoir des notes, des scores ESG, notamment par S&P, qui est une agence de notation connue, qui sont très élevés. Et paradoxalement, malgré leurs effets sur l'environnement, sur la société, en fait, on va quand même maintenir ce niveau ESG. Donc c'est juste pour illustrer le paradoxe, dire qu'il est possible. Et sans plus tarder, je vais m'arrêter là et redonner la parole à Patrick. Merci. Merci beaucoup. Donc on va passer maintenant, après cette approche ce cadre un peu général, à des éléments un peu plus concrets, un peu plus précis, et notamment l'intégration concrète de l'ESG et de l'impact dans le processus d'investissement. Et ma première question pour Aïcha, c'est comment justement Afrique Invest, vous intégrez l'ESG et l'impact dans vos due diligence et dans la gestion, le suivi actif de vos participations. Merci. Donc, chez Afrique Invest, comme je disais, pour reprendre cette séparation, on a cet impact sustainability qui percole à travers tout le processus d'investissement, donc du screening jusqu'à l'exit et le repaiement si c'est de la dette. Par rapport à l'ESG, bon, on connaît le standard et je laisserai après mes collègues peut-être parce qu'on a le même process, donc c'est l'IFC, performance standard, etc. Par rapport à l'impact, en fait, pour utiliser un mot qui a été tout à l'heure dans un des palais, on a parlé de péché originel. Donc le péché originel peut-être de l'impact jusqu'à là, c'est cette standardisation. On a autant sur le volet financier, on a le TRI avec toutes les limites qu'on connaît du TRI, mais au moins on a quelque chose de tangible sur lequel on peut comparer notre performance à nous l'année dernière ou nous avec nos pairs. Mais pour l'impact de l'ESG, voilà, c'est des centaines d'unités de métriques. Donc nous, chez Afrique Invest, ce qu'on fait donc, dès le screening, on va faire donc tout le process d'évaluation des risques environnementaux, sociaux, etc. Mais on va cristalliser ça sous une forme de ce qu'on appelle le multiple de l'impact. Donc c'est le pendant du TRI, si vous voulez. On va monétiser en fait l'impact environnemental et social, positif autant que négatif. Donc vraiment pour avoir cette transparence et une évaluation holistique. Et du coup, et c'est quelque chose de rigoureux, c'est quelque chose sur laquelle on utilise des hypothèses, comme quand on fait un DCF, mais on est transparent sur ces hypothèses. Et nous, si vous voulez, ça nous permet un peu de séparer le bon grain de l'ivraie. Oui, déjà, tout à l'heure, parler de greenwashing, mais surtout d'avoir une métrique sur laquelle on peut se comparer et être sûr, est-ce que, oui ou non, on est en train de réaliser nos objectifs. Donc voilà, ça, c'est pour le multiple de l'impact. C'est pour nous, et chez Afrique Invest,
Il n'y a jamais de choses propriétaires. On est face à des défis existentiels. Donc, c'est une méthodologie qu'on met en open source. On a travaillé avec une organisation américaine, Britspan, en fait, et d'ailleurs, on ne réinvente pas la roue, ça a été fait au début par TPG Rise. On a eu là un case study justement d'Harvard sur CMGP en utilisant cette méthodologie. Et en fait, et on le voit bien avec CMGP, et peut-être je prendrai cet exemple, c'est une société sur laquelle, dès le début, déjà, c'est une société qui est en train d'apporter une solution au réchauffement climatique avec les produits de goutte à goutte, de dessalement, etc. C'est une société qui est allée même au-delà de la réglementation. CMGP a enlevé tous les pesticides nocifs alors même que la réglementation marocaine l'autorisait. Et c'est une société qui a mis au cœur de son business model l'impact. Et on le voit aujourd'hui avec voilà, la 3e IPO de la bourse de Casa. La première en agri, et c'est très important, on a eu un oversubscription de 37 avec des investisseurs retail qui sont intéressés parce que je pense qu'ils ont vraiment misé sur l'impact, ils ont très bien communiqué sur l'impact, ils l'ont très bien mesuré. C'était un des MOI les plus importants. Donc nous, on estime que pour $1 investi dans CMGP, on a généré $38 de valeur environnementale et sociale. Il y a une autre partie, peut-être c'est la partie climat. Donc chez Afrique Invest, on s'est engagé là à avoir des science-based targets. Donc on espère être le premier JP en Afrique et le 8e au monde avec des science-based targets validés. Donc maintenant, dans notre process d'investissement, à chaque fois qu'on regarde une société, on va en fait mapper la trajectoire de la société en ligne avec les accords de Paris, donc avec des objectifs de décarbonation quantifiés. Et encore une fois, il ne s'agit pas de trade-off, il s'agit de compétitivité. Toutes les sociétés avec lesquelles on a travaillé sur ce chantier et avec elles qui ont été parées de formation, d'outils, aujourd'hui on a la taxe d'ajustement aux frontières, la CBAM, le Carbon Border Adjustment Tax, dont toutes les sociétés au Maroc en 2026, par exemple, de fertilisants vont être soumis à cette taxe carbone. Et en fait, nos sociétés, elles sont déjà parées parce qu'elles ont déjà travaillé depuis 2-3 ans et donc elles ont anticipé. Et voilà. Et pour nous, donc vraiment, c'est un gage de compétitivité chez Afrique Invest, ce triptyque de risque, rendement et impact. Voilà. Merci en tout cas pour ces très concrets, cette réponse très concrète. Rally, quelles sont justement les méthodes et les outils les plus pertinents qui sont usuellement utilisés pour mettre en place une politique ESG et une politique d'impact efficace? Merci Patrick pour cette nouvelle question. En fait, c'est une très bonne question parce qu'elle est au cœur des activités. La mise en place d'une politique ESG ou d'une stratégie d'impact investing, elles sont souvent assez différentes, même si parfois elles peuvent se compléter. Alors pour l'ESG, on va être essentiellement sur des outils de mesure de conformité, alors que pour l'impact investing, on va être plutôt sur des outils de création et de transformation. En bon consultant, je vais vous donner peut-être quelques étapes sur la mise en place d'une politique ESG efficace, qui passe d'abord par une phase de diagnostic et de cadrage, au cours de laquelle on va recourir d'abord à une matrice de matérialité, qui est assez connue, on parle aujourd'hui de double matérialité, pour identifier à la fois les enjeux ESG prioritaires selon les impacts sur l'entreprise et sur la société. On va recourir à différents frameworks internationaux, le GRI et GRI Standards notamment. On peut reciter SFDR, TCFD notamment. On peut aussi utiliser un certain nombre d'outils d'évaluation qui sont assez connus. Je pense notamment à EcoVadis ou RepRisk. Et puis on aura recours à une due diligence ESG, donc à travers des questionnaires sectoriels qui sont standards. Ensuite, on passera à la phase de mise en œuvre, où là, à travers des méthodes concrètes, on va d'abord chercher à intégrer les différents critères dans les processus d'investissement. Donc on va passer par des ESG scorecards, avec différentes pondérations qu'on va allouer à ces différentes dimensions, le E, le S et le G. On va mettre en place un plan d'amélioration à court terme, c'est ce qui se passe généralement au lendemain d'une acquisition. Et puis, on va mettre en place un dispositif de reporting avec des dashboards ESG à suivre régulièrement. Voilà, sachez qu'aujourd'hui, il existe des plateformes intégrées qui vont de la collecte de données dans des fonds de fonds jusqu'à la publication de rapports ESG sur la base de référentiels réglementaires et sur base consolidée. Donc c'est très puissant et ça peut être très efficace. Il existe aussi, dans ce cadre et pour la partie mesure, compte tenu du défi de la data qu'on connaît dans notre pays, mais aussi dans d'autres pays,
il existe des sociétés qui sont spécialisées dans la fourniture de métriques environnementales et qui recourent à des modèles avec des bases de données qui sont très étendues. Pour passer à la stratégie d'impact sur l'investissement, on va être sur une approche qui est assez différente. On va être sur une phase stratégique dès le départ, avec en premier lieu une cartographie causale de l'impact qui est visé. On va focuser sur quelques objectifs en se référant à une sélection d'ODD prioritaires. On en prend 2 ou 3 maximum, pas plus. Et puis ensuite, on va définir très clairement l'impact qui est recherché pour le secteur. On passe ensuite à une phase opérationnelle, où là, on va recourir à un certain nombre d'outils assez connus. D'abord pour classer les impacts, qui, quoi, combien, quelle contribution, quel risque. On va ensuite avoir recours à des outils que je peux citer comme l'Iris Plus System, qui fournit des métriques standardisées par secteur d'impact. Et puis également le kit d'évaluation du GIIN, assez connu, c'est le kit du Global Impact Investing Network, qui va permettre la mise en place et le suivi de ces différents indicateurs de performance d'impact. Pour accompagner tout ça, bien sûr, on a besoin d'une bonne gouvernance, et donc on doit avoir un comité dédié ou un point régulier dans le cadre de comités existants qui vont traiter, adresser ces sujets ESG, Impact Investing. La formation est aussi essentielle. Alors, il existe aujourd'hui pas mal de formations certifiantes sur ces différents sujets. Et puis, certains vont même jusqu'à incentiver leurs collaborateurs en intégrant une dimension variable qui est liée donc, à l'atteinte de ces objectifs. Voilà. Également, s'appuyer sur un écosystème partenarial. Je pense qu'il est essentiel d'avoir recours à des consultants spécialisés pour accélérer la courbe d'apprentissage. Également des partenariats institutionnels, on en voit pas mal, notamment au Maroc, et puis aussi à travers les réseaux sociaux. Voilà, je pense que je m'arrête là pour vous laisser aussi avancer. Merci. Très bien, merci pour cette réponse très précise, très détaillée. Je me tourne vers Ali Wafa. En tant que DFI, justement, quel accompagnement vous proposez à vos GPs pour les aider à monter en maturité, en compétences en matière de ESG et d'impact? Merci Patrick. Ce que je peux vous dire, c'est que nous ne sommes pas des investisseurs passifs, nous sommes des accompagnateurs, des partenaires aux côtés de nos JP pour les aider à transcender les limites des systèmes actuels. Je pourrais vous dire également que nous avons des poches d'assistance technique dédiées qui permettent d'activer certains volets ou certaines carences identifiées au niveau des JP, que ce soit au niveau du système environnemental et social, du recrutement dans le cadre d'espèces peut-être pour des fonds à dominante ENS risquée. On peut également activer des formations des équipes, car nous avons des équipes dédiées et bien rodées sur le sujet. Et à ce titre, je peux vous citer que l'année dernière, nous avons formé pas loin de 500 personnes à l'appréhension des métriques ESG. Un exemple qui me vient à l'esprit en présence d'Aïcha, c'est que nous avons déployé également une poche d'assistance technique auprès d'Africa Invest 4, qui est un fonds affilié à Africa Invest, et sur lequel nous avons travaillé avec Africa Invest dans le cadre du renforcement du système environnemental et social. Sur le volet d'impact, c'est plutôt, on va intervenir dans une labellisation genre, par exemple, 2X Challenge, sur une standardisation des métriques, notamment sur l'Iris Plus que vient de citer Rally. C'est plusieurs dimensions sur lesquelles nous pouvons apporter de l'assistance technique et que nous aidons à travers des équipes dédiées, à travers une culture ESG diffuse au niveau de ProParco et que nous partageons volontiers avec nos GP. Merci. Alors, dernière question sur ce deuxième temps de notre panel, je me tourne vers Moïse. À quel moment du processus d'investissement l'ESG a-t-il le plus d'impact sur la stratégie ou sur l'opérationnel? En amont, en aval, les deux? Est-ce qu'il faut...
Alors, c'est une très bonne question. C'est la question 10 millions de dollars, on va dire. Les deux, mais pas que. Et c'est pas du tout suffisant. En fait, c'est nécessaire, mais pas suffisant. En amont, c'est de l'attente. C'est-à-dire qu'on estime, on anticipe, certains, en tout cas, enfin, si je me base sur l'approche AFC, on va estimer un certain score d'impact. Mais c'est encore une fois de l'estimation. C'est comme lorsqu'on fait un business plan, vous allez être hyper optimiste par rapport au chiffre d'affaires, augmentation des ventes, etc., etc. Donc c'est de l'anticipatif. Mais c'est important parce que c'est sur cette base-là aussi qu'on peut faire de la décision. Donc l'amont, il est important, c'est une base décisionnelle, mais qui peut être hyper optimiste, donc il faut qu'elle soit régulée. Alors, en aval, c'est du conclusif. C'est-à-dire, voilà, qu'est-ce qu'on a fait? Quel a été le résultat? On a collecté des données. Est-ce qu'on a été bon? Est-ce qu'on est aligné avec le score qui était attendu? Ou on est loin? Etc. etc. Mais ça permet de faire des ajustements. Et en fait, c'est là où je réponds à la question. C'est le pendant qui est beaucoup plus important parce que c'est aussi le plus difficile. Alors, dans la durée de vie d'un cycle, d'un projet, d'investissement, vous allez avoir quoi? Plusieurs années, on va dire un minimum de 5 ans, voire plus dans certains cas, en tout cas sur certains projets AFC. Marché émergent, 5 ans, 7 ans, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer, d'accord? Et puis l'optimisme initial peut être gonflé par la réalité du marché, mais peut aller beaucoup plus bas par d'autres considérations macro, etc. Donc il va y avoir plusieurs itérations, donc en tout cas chez nous une itération par année pour collecter, voir où est-ce qu'on en est, ajuster. Et c'est peut-être là, j'anticipe peut-être un petit peu sur la suite de la discussion, c'est là où il y a le plus gros du travail pour essayer de se rapprocher le plus possible de ce qui était anticipé au début. Donc peut-être pour résumer rapidement, l'avant oui, mais c'est de l'anticipatif, ça peut être hyper optimiste. Le après, oui, bien sûr, parce que c'est là où il faut voir est-ce qu'on a été bon dans l'estimation initiale ou pas. Mais c'est le pendant où il y a le plus gros du travail et la plus grosse incertitude, en fait. Très bien. Merci beaucoup. On va passer maintenant au dernier temps, je dirais, de ce panel où on va faire un focus sur vraiment diversité et impact. Il nous reste un tout petit peu plus de 4 minutes. On a 3 questions. Donc je vais ressolliciter Moïse sur comment vous maximisez votre impact au-delà de l'investissement, justement. En fait, je rejoins un petit peu... Notamment en matière, bien sûr, de diversité, quoi. Je vais rebondir un petit peu sur ce qui a été dit tout à l'heure. Si on regarde AFC, vous avez grosso modo 50% de l'effectif qui fait du financement, le 50% qui fait principalement ce qu'on appelle l'assistance technique. En réalité, c'est vraiment du conseil. Et ce conseil-là, il est dans sa plus grande majorité dédié à accompagner les transactions. Donc en fait accompagner les clients et le portefeuille. Donc alors financement, l'objectif c'est que in fine ça aide à atteindre les objectifs de durabilité, création d'emplois, diversité, inclusion énormément, climat de plus en plus. Mais c'est aussi et surtout pendant les phases d'accompagnement, donc dans le portefeuille qui a le plus de travail. En général, je n'ai pas le chiffre en tête, je ne sais même pas si on a le chiffre, mais la plupart des investissements incluent une composante d'accompagnement chez nous qui va être phasée ou en tout cas fondée sur ce qui a été identifié comme écart, surtout sur des questions ESG, pas que, mais sur des éléments qui vont permettre de maximiser l'impact à la fin du projet. Et donc, financement, oui, mais ce qui accompagne en termes d'assistance technique, de conseil sur des questions de gestion des risques environnementaux et sociaux, par exemple. Et c'est là où, pour moi, j'ouvre la parenthèse, ESG et impact, c'est deux choses différentes, mais l'ESG, c'est un outil de gestion des risques, mais c'est aussi
un véhicule qui peut accompagner l'impact, ou les objectifs ou l'intentionnalité de l'investissement impact. C'est vraiment un outil qui peut accompagner parce que pendant la durée de vie du projet, vous allez accompagner votre client, l'entreprise, à renforcer ses pratiques, ses standards, ses systèmes pour maximiser ou essayer d'arriver à l'impact qui était prévu. Voilà. Très bien. Merci. Très rapidement, Ali Wafa, parce qu'il nous reste 2 minutes 30. On a une dernière question pour Aïcha conclusive. Comment vos investissements participent-ils à favoriser l'inclusion des jeunes et des femmes? Je peux vous dire, Patrick, que nous avons placé l'inclusion des femmes au cœur de notre stratégie. Pour vous donner quelques chiffres, l'année dernière, Proparco a déployé 2,7 milliards à travers les deux outils qui sont les financements et l'investissement. Et 23% de ces investissements ont comporté une labellisation genre 2X en faveur de l'inclusion des femmes. Pour le cas particulier des jeunes, nous avons des poches VC qui visent à accompagner des jeunes entrepreneurs également, et nous avons déployé l'année dernière pas loin de 40 millions dans le VC sur le continent. Je peux vous dire également que nous avons accompagné des gestionnaires panafricains tels que DPI dans le cadre de leur labellisation 2X qui permet de positionner les femmes au cœur de leur stratégie, tant au niveau des organes de gestion et de gouvernance du fonds qu'au niveau des sociétés de portefeuille. Un autre exemple emblématique qui me vient à l'esprit également, c'est notre intervention aux côtés d'investisseurs et partenaires dans le cadre d'un fonds à thématique impact et qui avait pour vocation d'accompagner des zones défavorisées et où le chômage était très très élevé. Chaque investissement de ce fonds était assorti d'un contrat programme qui revenait sur des impacts chiffrés en termes d'employabilité des jeunes, de leur formation et également de leur intégration dans le tissu économique. Très bien, merci. Très rapidement, dernière question et conclusive pour Aïcha. Comment la diversité constitue un levier stratégique de création de valeur justement au sein de votre portefeuille d'investissement? Pour respecter le temps, je vais vraiment être très très courte, mais bon, chez Afrique Invest, ça fait 30 ans qu'on opère, donc il y a clairement une corrélarité entre la diversité et les avantages compétitifs. On a toutes les données sur combien, si on dépasse les 30% de femmes, par exemple dans le board, bien sûr, la diversité, c'est pas que les femmes, mais pour prendre cet exemple, les bits va augmenter. Bon, je crois que c'est éculé à l'envi et à toutes ces statistiques. Peut-être un exemple concret avec une société sur laquelle on a travaillé. C'est une société qui s'appelle Move, qui est dans une fintech, dans la mobilité, et qui permettent aux drivers d'avoir la voiture, de drive to own. Et au début, quand on travaille, le crédit algorithme, il est souvent biaisé contre les femmes parce qu'elles n'ont pas de collatéraux, elles n'ont pas de credit history, etc. Eux, ils ont développé un crédit alternatif où les femmes peuvent aussi avoir accès à ces voitures. Et là, je peux vous dire qu'en termes de KPI, on a moins d'accidents, les profits vont mieux, c'est plus propre. Donc voilà, donc il y a clairement un exemple concret, assez lambda, mais voilà, mais vraiment c'était... Voilà. Très bien. Et il nous reste juste à remercier nos 4 panélistes qui ont su rendre beaucoup plus accessible quelque chose qui, l'ESG et l'impact, parfois est un peu abscon. En tous les cas pour moi. Merci en tous les cas pour leur brillante intervention. Merci infiniment Patrick et merci à vous. Donc nous les mecs, on est crades et on conduit mal. C'est ce que je retiendrai à la fin du panel. Alors on fait cette photo et puis on va enchaîner sur le deuxième panel. Et le deuxième panel va porter sur le capital risque et le financement des startups. Et nécessairement, quand on finance les startups, c'est aussi comment est-ce qu'on fait pour booster l'innovation, comment on enlève tous les freins pour le faire.